nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle version de Crime Hebdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Ce soir, nous partons en Languedoc-Roussillon, une région qui s'étend de la Provence à la chaîne des Pyrénées et jusqu'à la frontière espagnole. Et ce soir, ce sont deux affaires très fortes dans lesquelles nous allons plonger et une en particulier qui a connu un incroyable rebondissement cet été. Crime en Languedoc-Roussillon. Peur sur les villes, voici le sommaire. À Alzonne, dans le département de l'Aude, Natacha, 38 ans, et Maurice, dit Mike, vivent depuis 17 ans une histoire d'amour chaotique. Le couple est bien connu dans le village. Ben, souvent j'allais dans ma chambre là-haut et souvent j'entendais des disputes, tout ça, ça criait ou des fois ça jetait des verres ou quoi. Mais le 21 juillet 2017, la vie paisible du village va plonger dans l'horreur. Peu après 11h30, la gendarmerie reçoit un appel. Un drame aurait eu lieu dans la nuit, dans la maison de Natacha et Maurice. À l'arrivée des gendarmes, ils vont rencontrer Maurice qui spontanément déclare qu'il a fait une bêtise. Les enquêteurs vont monter dans un escalier qui est assez sinueux du domicile du couple et ils découvrent une scène d'horreur, du sang partout et un corps qui porte de très nombreux stigmates et qui témoigne de la violence extrême. On a vu les ambulanciers, on a vu les pompiers et là on a dit ça y est, c'est passé quelque chose. Il y a quelque chose de grave. C'est pas possible, c'est inhumain. Le 18 juin 2019, à la prison de Béziers, alors qu'il est condamné à perpétuité, le tueur en série Jacques Rançon est extrait de sa cellule. S'il croyait en avoir fini avec la justice, les gendarmes d'Amiens veulent l'entendre sur le meurtre d'Isabelle, une jeune femme retrouvée morte 33 ans plus tôt. On a un certain nombre d'éléments qu'il nous faut brosser au comportement qu'a Jacques Rançon avec le corps des victimes. Et donc ces comportements-là, on les retrouve sur le corps d'Isabelle. Il y a une famille, un père, une mère qui sont des personnes âgées, qui veulent connaître la vérité. Alors, Isabelle viendra-t-elle agrandir la liste des victimes de Jacques Rançon? En effet, ces crimes barbares avaient déjà terrorisé la France, notamment la ville de Perpignan, il y a quelques années. Ce sont deux jeunes filles qui ont disparu à proximité de la gare de Perpignan et dont le corps est retrouvé dénudé, l'une avec des découpes au niveau des parties sexuelles, l'autre avec des découpes au niveau des mains et de la tête. La légende a commencé à naître là. Quelque chose d'irrationnel, de mystérieux, presque de diabolique en tout cas. Cette idée de ce personnage non humain. Je suis sûr que le parcours de Jacques Rançon est émaillé d'autres meurtres. Je pense qu'on doit pouvoir donner d'autres réponses à d'autres familles. De retour sur le plateau de crime qui ce soir est donc installé en Languedoc-Roussillon et je vous emmène à Alzonne, une petite commune de 1500 habitants dans l'Aude. C'est ici qu'ont élu domicile depuis de nombreuses années Natacha et Maurice, 38 ans tous les deux. Le couple mène une vie tumultueuse, en marge de la société. Jusqu'à ce 20 juillet. Ce soir d'été, Natacha est à Carcassonne. Elle s'apprête à rentrer à Alzonne, alors qu'une voiture s'arrête devant elle.
Il est 23 heures passées. Natacha monte dans le véhicule et c'est le début d'un long calvaire. On est en plein cœur de l'été. À la tombée de la nuit, Natacha a loupé son bus et cherche par tout moyen à rentrer à son domicile qui est situé à Alzone, qui est une petite commune proche de Carcassonne. Elle va être abordée par un véhicule, elle va rentrer dans ce véhicule et ensuite on peut dire que son calvaire va véritablement débuter à ce moment-là. Elle va faire l'objet de beaucoup d'insultes. On va la traiter de tous les noms d'oiseaux avec une violence verbale très forte. Elle va recevoir des premiers coups qui vont lui être portés. Et elle va tenter d'appeler au secours à plusieurs reprises. Elle essaie d'appeler, elle appelle. Elle tombe sur la gendarmerie, sur un gendarme qui lui répond. Il y a d'ailleurs une conversation qui est enregistrée. C'est un appel qui est glaçant et où on sent toute la détresse de cette femme. L'agent de la gendarmerie qui ne cerne pas le danger dans lequel se trouve Natacha. Mais l'agresseur s'en apercevra, qu'elle téléphone, il le lui fracassera sur la tête. On reprend la direction d'Alzone. Elle va penser rentrer à son domicile. Or, il va y avoir un détour de fait dans un autre village qui est Ressac-sur-l'Ampie. On va s'enfoncer dans un champ complètement isolé. Très clairement, Natacha n'a aucune chance de s'en sortir. Elle aurait beau crier, appeler au secours, personne ne pourra venir. Pas d'habitation à des centaines de mètres aux alentours. Natacha est extraite du véhicule où elle est placée devant les phares de la voiture et où elle est frappée. Frappée à coups de poing, frappée à coups de pierre pendant de longs moments. L'agresseur sait ce qui va se passer. Je crois aussi qu'elle sait ce qui va se passer. À 38 ans, Natacha vit à Alzone, une paisible commune de 1500 habitants. D'un naturel jovial, elle fait l'unanimité dans son entourage. Ses amis la décrivent comme quelqu'un de foncièrement gentil et l'expression qui revient de façon récurrente, c'est « elle avait le cœur sur la main ». Elle était brune, cheveux longs, ah oui, c'était très gentille. Mais derrière cette douceur se cache une blessure profonde. Natacha a une sœur jumelle et les deux sœurs ont été placées par les services sociaux et ensuite ont été adoptées toutes les deux. Donc elles ont eu un début de vie très difficile. Malgré ce parcours chaotique, Natacha parvient à fonder une famille. Natacha a un premier mari, une relation, une jeunesse avec lequel elle a des enfants. Son premier grand amour et père de ses deux premières filles était violent avec elle. Les enfants ont donc été placés par les services sociaux. Et elle n'a pas pu récupérer ses filles. Séparée de cet homme violent, Natacha se remet en couple.
Elle l'a quitté pour se mettre avec Maurice, qui était une connaissance du couple, pour avoir la vie un peu plus paisible qu'elle attendait. Très rapidement, elle va tomber amoureuse de Maurice, qu'elle appelle Mike. Il y a un amour fou entre eux, ils ont une complicité, ils ont les mêmes préoccupations, ils passent d'ailleurs tout leur temps ensemble. Ça va être un couple fusionnel. Dès 2003, Natacha et Maurice emménagent ensemble dans une maison au cœur de la commune. Mais c'est un couple qui est en marge de la société, car c'est un couple qui ne travaille pas, qui n'est absolument pas autonome financièrement. Et c'est un couple qui vit reclus dans ce village à Alzone. À cette époque, Natigan, la fille cadette de Natacha, n'est encore qu'une enfant. Placée en famille d'accueil, elle se rappelle de ses visites mensuelles au domicile de sa mère. Quand on rentre dans la maison, c'est des volets entrebâillés. Et c'était toujours entrebâillé, c'était noir, c'était sombre. Lui, il était toujours assis à côté de la télé, à écouter tout ce qu'on dit, tout ce qu'on faisait. Et puis même la maison, elle n'était pas très chaleureuse. Et quand t'es petit, tu cherches quand même un cocon chaleureux, et là, ça l'était pas, c'était plus, on va dire, c'était pas sécurisant en fait pour un enfant. Maurice est très possessif envers Natacha. C'est un homme qui considère finalement Natacha quasiment comme sa chose. La moindre démarche qu'elle essaierait d'entreprendre d'initiative, mais on va dire une démarche tout à fait courante et banale, aller faire une course, acheter une baguette de pain, peut déclencher la fureur de Mike qui s'imagine des tromperies ou des infidélités qui en réalité n'ont jamais existé. Dès sa première grossesse, les premiers coups violents vont être portés sur son ventre, et donc la violence va s'installer très rapidement au sein de ce couple. Et souvent j'allais dans ma chambre là-haut. Et souvent j'entendais des disputes, tout ça, ça criait, ou des fois il s'agitait des verres ou quoi. On sait qu'elle arrivait régulièrement avec des marques importantes sur le visage ou sur le corps. Les amis ont pu le constater, elle est allée à maintes reprises aux urgences. Malgré le fait que le couple soit suivi par les services sociaux, Maurice va redoubler de violence. Et Natacha ne sera pas la seule victime. Des coups ont été portés sur les enfants jusqu'à leur briser les os. Cheville, la hanche, ce qui a conduit à une hospitalisation. Je devais pleurer, il ne l'a pas supporté, il a dû me prendre le pied. Il a tapé contre la baignoire. Pour déboîter la hanche, quand même, il faut y aller, quoi. Et malgré ça, elle était toujours là, toujours auprès de son compagnon, dont elle pensait que personne au monde ne pouvait l'aimer plus que lui. Elle a eu d'ailleurs plusieurs enfants, 5 enfants avec lui. Natacha est une mère aimante, mais elle est totalement sous l'emprise de Maurice. Et elle n'arrive pas à se surpasser pour ses enfants, et puisque celui qui a le dernier mot, c'est toujours Maurice. Mais en 2011, un drame va encore plus bouleverser cette famille. Lorsque le dernier-né du couple perd la vie dans d'étranges circonstances. On ne sait pas très bien les raisons, il n'y a pas trop d'investigations qui ont été réalisées de ce côté-là. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est décédée, cette petite, alors qu'elle avait que quelques mois. Le décès de cette petite fille qui va créer un véritable tournant dans leur vie. Tout le monde va s'enfoncer un peu dans des consommations de stupéfiants, consommation d'alcool.
Les enfants, en tout état de cause, sont tous placés, tenant la violence de Maurice et l'incapacité de Natacha à protéger ses enfants malgré l'amour qu'elle peut leur porter. Alors âgée de 11 ans, Natigan prend la décision radicale d'arrêter les visites au domicile de sa mère. Je pouvais pas supporter cette atmosphère, quoi. C'était trop pour moi. Pour étant petite, je préférais me protéger. Peut-être pénaliser ma mère, mais me protéger de cette atmosphère parce que c'était trop pesant pour mon jeune âge, quoi. La descente aux enfers du couple est cristallisée par la perte de cet enfant, mais c'est surtout la descente aux enfers de Natacha. Le 21 juillet 2017, la sœur de Maurice appelle la police et indique qu'il arrivait quelque chose de très grave au domicile de son frère. Les gendarmes arrivent à la maison et vont trouver tout de suite Maurice qui est assis au milieu du salon, un peu groggy d'ailleurs, et il va dire très simplement « il y a eu un accident, j'ai fait une connerie ». Il ne va pas dire véritablement tout ce qui s'est passé tout de suite et va indiquer aux gendarmes que Natacha se trouve à l'étage dans la salle de bain. Les enquêteurs vont monter dans un escalier qui est assez sinueux du domicile du couple et ils vont retrouver Natacha dans la salle de bain, au sol, inanimée, face contre terre, le visage tuméfié. Ils découvrent une scène d'horreur, du sang partout. Tandis que Maurice est immédiatement interpellé, les gendarmes fouillent les lieux. Ils sentent qu'il y a des odeurs de nettoyant, comme si Maurice avait voulu nettoyer le sang. La maison de Maurice et Natacha, on va dire, est relativement en désordre, mais ce n'est pas ce qui interpelle les enquêteurs, puisque ce couple est marginal et finalement le désordre va être même qualifié par le directeur d'enquête d'habituel. En revanche, ce qui est un peu plus inhabituel, c'est que l'on retrouve en bas de l'escalier un sac. Dans ce sac, il y a une espèce de matraque, qui est en l'occurrence une planche en bois, sur lequel des clous dépassent de plusieurs centimètres et qui sont plantés dans cette planche en bois des deux côtés. On voit des traces de sang, donc les investigations se dirigent très rapidement vers cette arme, en supposant que ça a été l'arme qui a été utilisée pour créer les blessures de Natacha. Les gendarmes mettent également la main sur un sabre dissimulé derrière la machine à laver. Et sur la table basse du salon, ils sont surpris de trouver 4 verres. D'emblée, l'instinct des enquêteurs leur laisse penser que Natacha et Maurice n'étaient pas seuls ce soir du 20 juillet, puisque 4 verres, ça laisse penser instinctivement à 4 personnes qui ont pu être présentes ce soir-là. En parallèle de ces investigations, la nouvelle du décès se propage parmi les proches de la victime. Appelée au téléphone par sa tante, Natigan apprend brutalement ce qui vient de se passer. Je voulais pas y croire au début. Sur le coup, c'était compliqué. C'est un peu brutal, quoi. Quand la mort de Natacha est annoncée dans le village, les gens sont effarés, bien sûr, par le drame qui s'est déroulé à proximité, à côté d'eux. Vous savez, c'est un village. On a vu, bien sûr, les gendarmes, on a vu monsieur le maire, on a vu le docteur du village, on a vu les ambulanciers, on a vu les pompiers. Et là, on a dit, ça y est, c'est passé quelque chose. Il y a quelque chose de grave. C'est pas possible, non, c'est inhumain. Inhumain de toucher à une maman, c'est interdit, c'est inhumain. Vous vous rendez compte, là, les enfants, la famille. C'est insupportable, non, ça ne peut pas arriver.
Avant de l'interroger à la gendarmerie de Carcassonne, les enquêteurs découvrent les antécédents judiciaires du suspect. Maurice a un casier judiciaire déjà au mois de juillet 2017 avec 9 condamnations, des condamnations pour de la délinquance routière et quelques-unes donc pour des violences, notamment des violences conjugales. Maurice, c'est une personne de 35 ans, issue de la communauté des gens du voyage, qui est sédentarisée et qui s'est installé donc avec Natacha dans cette maison plusieurs années auparavant. Il ne travaille pas, il a beaucoup de mal à donner une image positive de lui. Je le voyais souvent avec sa bière devant chez lui. Des fois, devant que je le voyais, je n'osais même pas sortir à mon scooter parce que j'avais peur. Maurice n'était pas apprécié, Maurice n'était pas quelqu'un qui valorisait Natacha, au contraire, c'est quelqu'un qui faisait disparaître Natacha, la faire devenir toute petite et qui l'écrasait avec les sentiments de jalousie, de possessivité qui pouvaient être les siens. Maurice va être interrogé par les enquêteurs qui vont essayer de retracer son emploi du temps, le mode opératoire pour déterminer comment Natacha est décédée. Et il explique que Natacha est partie le matin par le bus qui l'a conduit à Carcassonne. Il doit être 8h ou 8h30. Elle doit rencontrer le médecin, où elle doit d'ailleurs récupérer un traitement pour lui, donc c'est quelque chose qui compte beaucoup pour lui, et il va essayer de la joindre après, de multiples reprises au téléphone, sans parvenir à la voir, donc il ne sait pas exactement ni où elle est, ni avec qui elle est, ce qui va assez rapidement le mettre en colère, et pour essayer de calmer cette colère, il va se mettre à consommer de l'alcool assez tôt. Il boit des bières et un alcool un peu plus fort, type vodka. Et toute la journée, il se met à boire. Et il s'inquiète. Parce que il est 19h, elle est partie depuis le matin. Elle n'est toujours pas rentrée. Et là, donc, son idée est d'aller sur Carcassonne pour trouver Natacha. Il n'a pas le permis, il n'a pas de voiture. Donc il va faire du stop, c'est ce qu'il explique aux enquêteurs. Et il est conduit sur la commune de Carcassonne où il retrouve Natacha. Et elle est avec un homme à ce moment-là. Comme il est de naturel assez jaloux, il va lui prêter un rôle d'amant peut-être. Il suppose que Natacha est avec son amant, donc il va y avoir une dispute avec cet homme. Il explique qu'ils ont échangé des coups. D'ailleurs, on va le retrouver marqué, Maurice. Et c'est comme ça qu'il explique les marques qu'il a sur lui. Il dit qu'ils se sont battus et que malgré ça, cet homme, donc, une fois que les choses se sont calmées, accepte de les prendre l'un et l'autre et de les ramener chez eux à Alzon. Il explique que sur le trajet qui les ramène à Alzon, il va se disputer déjà avec Natacha et il va commencer à lui donner quelques coups et à dire tu fais ta belle, et il commence à la frapper. Après avoir été déposé par ce mystérieux individu vers 22h30, Maurice et Natacha auraient poursuivi leur altercation dans le huis clos de la maison. Il y a des différends au sujet des enfants, il y a des suspicions également d'infidélité, il y a une question de garde à vue, puisque Natacha lui aurait indiqué qu'elle aurait été placée en garde à vue le jour même pour une histoire de médicaments qu'elle aurait achetés au marché noir. Bref, des versions qui sont totalement fantaisistes. Maurice explique aux enquêteurs qu'il décide de partir. Il monte au premier étage, il va récupérer un blouson auquel il tenait énormément, quelques affaires, pour partir parce qu'il en a un peu marre de son comportement, c'est comme ça qu'il explique les choses. Et Natacha, à ce moment-là, lui refuse en fait de quitter le domicile et lui fait obstacle à son départ. Elle va d'ailleurs lui donner une gifle, c'est ce qu'il explique, ce qui va lui faire perdre son sang-froid, et il va attraper le bâton, l'arme artisanale.
sur lequel il indique qu'il ne se souvient pas qu'il y a ses clous et qui va lui donner quelques coups. Une fois qu'il a eu frappé donc avec cette arme artisanale, Natacha, d'après les dires de Maurice bien entendu, serait montée dans la salle de bain pour pouvoir se nettoyer le visage après les coups qu'elle avait reçus et serait tombée dans la salle de bain. Maurice, étant à l'étage en dessous, a entendu donc un bruit de chute et est monté. Il va la toucher, lui toucher le ventre d'ailleurs pour voir si elle respire encore. Il va voir qu'elle respire encore, donc là elle a perdu connaissance, mais il pense, c'est ce qu'il dit, qu'elle fait un coma éthylique. Donc finalement il prête plus son inconscience à cette consommation d'alcool qu'au coup qu'il lui a donné. Il va la laisser comme ça en attendant le lendemain pour voir si elle ira mieux. Il va prendre des médicaments pour se calmer, pour essayer de redescendre un peu la pression qu'il y a en lui. Et il va passer la nuit à côté d'elle et c'est une fois arrivé au petit matin qu'il va se rapprocher une nouvelle fois du corps, la toucher, constater qu'elle est décédée puisqu'elle est froide à ce moment-là. La version livrée par Maurice au cours de sa garde à vue va être infirmée par tous les éléments objectifs recueillis par les enquêteurs. La version de Maurice ne tient absolument pas. Le 21 juillet, à 13 h, les premiers résultats toxicologiques de Maurice tombent et ils sont clairs, nets et précis. Maurice était en état d'alcoolémie avec 0,25 mg par air expiré le lendemain. Mais il s'est avéré que Natacha n'avait pas bu d'alcool ce jour-là et n'était absolument pas droguée. Le résultat de l'autopsie est édifiant et glaçant, puisqu'on va se rendre compte du nombre de coups portés. Natacha a 50 plaies sur le corps, dont 26 sur le crâne. Et on se rend compte que c'est clairement intentionnel. Le corps est tellement abîmé, les clous ont tellement troué, le scalp est arraché, que les médecins légistes n'arrivent pas à déterminer quels sont les coups précisément qui ont occasionné la mort. On peut dire que c'est une femme qui a subi ce soir-là un véritable calvaire et qu'elle est décédée dans des souffrances atroces. Le rapport d'autopsie révèle une scène bien plus violente que celle racontée par Maurice. Et les nouvelles expertises réalisées au domicile du couple vont également semer le trouble sur le déroulement exact des faits. Les gendarmes en fait constatent qu'il y a énormément de sang. Donc là où est retrouvée Natacha dans la salle de bain, on voit beaucoup de sang, mais pas que, puisqu'il y a une deuxième chambre quand on monte à l'étage en enfilade, dans laquelle on va retrouver plus de 50 traces de sang. C'est difficile de comprendre dans un premier temps, tellement il y a du sang à différents endroits, comment ça s'est passé. À la recherche d'informations, les gendarmes effectuent une enquête de voisinage. C'est une petite rue en fait, donc toutes les maisons se touchent, on n'est pas sur des villas, c'est maisons de village, tout le monde voit ce qui se passe, tout le monde entend ce qui se passe chez le voisin, et donc on va chercher à auditionner les voisins immédiats. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de regarder la télé, du coup j'ai attendu une voiture arriver. Bon, je me suis dit, je vais voir qui c'est à la fenêtre. J'ai vu la voiture s'arrêter pendant un petit moment. Le voisin voit une scène très particulière où le neveu de Maurice conduit le véhicule, sa compagne âgée de 17 ans est passagère du dit véhicule et Maurice se trouve à l'arrière avec Natacha. Natacha va descendre et dans un geste finalement presque de désespoir, va tenter de rentrer dans l'appartement qui se trouve immédiatement en face du sien, de s'appuyer contre la porte et elle va être reprise par Maurice qui va la diriger à l'intérieur de son logement. Elle est totalement déboussolée et ce geste est un geste de désespoir, elle cherche de l'aide.
Ludovic ne mesure pas la gravité de la situation et pense que Natacha est simplement en état d'ébriété. Sa version permet néanmoins de contredire celle du suspect. Il apparaît dès lors que Maurice n'était pas seul et qu'il était accompagné non pas par un individu inconnu qui les avait ramenés de Carcassonne à Alzon, mais à son neveu Kevin. Depuis quelques semaines, vraisemblablement, Maurice a tendu la main à son neveu Kevin qui est venu à leur domicile. Il a été hébergé en fait avec sa copine du moment, Maëva. Et plusieurs semaines, ils ont habité au domicile du couple. Les investigations des gendarmes vont se porter sur ce jeune couple dont on ne sait pas s'ils sont complices, mais on sait qu'ils y étaient probablement. Et ils se sont volatilisés, ils se sont enfuis. Donc ça laisse présumer, sinon une complicité, en tout état de cause, un bon niveau d'information sur ce qui s'est passé et une qualité de témoin qui est primordiale dans ce dossier. On va également chercher à retrouver ce véhicule blanc. On va faire pas mal d'investigations, on va visionner les images de vidéosurveillance de l'autoroute, on va rechercher le véhicule notamment grâce à la géolocalisation des téléphones et le véhicule donc va être retrouvé quelques jours après sur la commune de Trèbes à quelques kilomètres de là. Et on va voir qu'il y a des traces de sang de façon assez marquée à l'arrière du véhicule. Le sang est analysé, il appartient à Natacha, différents ADN sont prélevés, on retrouve les protagonistes de cette scène, Maurice, Maëva, Kevin. Mettre la main sur Maëva et Kevin à ce moment-là, pour les gendarmes, c'est trouver effectivement le chaînon manquant et se procurer, sinon la vérité, en tout cas une chance de la connaître. De manière très classique, lorsque l'on recherche deux personnes qui n'ont pas de domicile connu, on va utiliser la téléphonie. On sait qu'ils se situent à Dax, chez des amis, ils vont être interpellés au petit matin, placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de la gendarmerie de Carcassonne. Kevin, c'est un jeune homme de 20 ans qui est en perdition, qui a été placé à l'âge de 3 ans et demi. Son père est mort d'une overdose à 35 ans. Sa mère a abandonné Kevin ainsi que ses frères et sœurs. C'est un gamin qui a été ballotté de foyer en famille d'accueil, en centre éducatif renforcé, puis fermé, en établissement pour mineurs et finalement à sa majorité en détention. C'est quelqu'un qui est très défavorablement connu des services de police et de la justice puisqu'il a déjà à une vingtaine d'années une quinzaine de condamnations pour des choses assez peu flatteuses et notamment pour des violences conjugales. Sa petite copine, c'est Maëva, qui n'a aucun casier judiciaire et qui à ce moment-là était en rupture avec sa mère. Et c'est la raison pour laquelle elle quitte le domicile de sa mère pour vivre avec Kevin. Mais Kevin non plus n'a pas d'emploi stable ni rémunéré et vont être hébergés par l'oncle de Kevin. Lorsque Kevin et Maëva sont entendus pour la première fois, ils donnent une certaine version de l'histoire. Et plus le temps va passer, plus les versions données ne tiennent pas la route par rapport au fait que les gendarmes reconstruisent peu à peu. Et c'est Maëva qui craquera en premier. Lorsque Maëva commence à parler et que là on entre dans la vérité de ce dossier, on comprend que Natacha est partie à Carcassonne pour des raisons évoquées par les uns et par les autres. Acheter des médicaments, aller chez le médecin, voir une amie. En tout état de cause, Maurice, depuis qu'elle est partie, ne tient plus en place.
Maurice est en train de consommer de la vodka et va demander au départ à Kevin de lui prêter son véhicule pour aller chercher Natacha. Voyant l'état d'alcoolisation dans lequel se trouve son oncle, Kevin refuse de laisser partir Maurice seul et va décider de l'accompagner en voiture pour aller chercher Natacha. Maëva fait partie du voyage. Elle le dira que tout au long du trajet, il indique qu'il va la tuer. Il manifeste de suite la volonté de lui faire piquer une tête. Piquer une tête dans le jargon, dans le langage, c'est aller au bord d'une pièce d'eau, au bord d'un lac pour la noyer. C'est une phrase qui est lourde de sens parce qu'elle aurait même pu caractériser une forme de préméditation. Alzone, Carcassonne, il faut à peine un peu plus d'un quart d'heure. Et on retrouve Natacha, effectivement, à la nuit qui tombe, sur un rond-point. Ils vont la récupérer, la porte va s'ouvrir, elle va rentrer. Maurice va la faire asseoir à côté de lui, il est derrière. Il va lui faire un baiser sur le front. Je t'aime Ninou, c'est la phrase qui aurait été prononcée par Maurice à l'égard de Natacha lorsqu'il la retrouve à Carcassonne en lui faisant un bisou. Et ce baiser, on comprendra très rapidement que c'est le baiser de la mort. Maurice veut aller vers le lac. Et de façon surprenante, Kevin, qui obéit toujours aux ordres de son oncle, ne va pas les amener au lac et va aller dans un champ perdu au milieu de nulle part. Kevin pourra dire qu'il les a menés là pour qu'ils puissent s'expliquer. Au moment donc où ils arrivent à Ressac-sur-Lambie, dans ce champ isolé, Maëva reste à sa place, Kevin également, et Maurice va sortir du véhicule avec Natacha, cette fois qui ne sort pas de son plein gré, qui est sortie manu militari du véhicule par Maurice. Elle va être frappée. Elle est au sol, il prend des cailloux qui sont là et elle frappe sur le crâne. On fait remonter Natacha dans le véhicule et ils repartent sur Alzone. Les deux jeunes diront qu'elle était défigurée avec le visage tuméfié et Kevin indiquera même qu'il n'osait plus regarder sa tante tellement son visage interpellait et l'angoissait. Mais la nuit d'horreur ne s'arrête pas là et les violences reprennent une fois à leur domicile. Kevin déclara que son oncle fait des allers-retours entre l'étage et le niveau inférieur. Maëva va lui nettoyer le visage qui est ensanglanté de tous les coups qu'elle a reçus. Elle va lui amener à boire. Elle va essayer de convaincre Maurice d'arrêter. Parce que Maurice monte dans la chambre et dit à Maëva « Va-t'en, parce que sinon je vais te traumatiser ». Kevin, à son tour, voyant que Maurice, son oncle, prenait un sabre, est intervenu auprès de lui pour essayer de le lui enlever. Kevin intervient, désarme son oncle, cache le sabre, son oncle va le menacer et ils vont quitter l'appartement. Dans leur témoignage, ils expliquent qu'ils partent, entre guillemets, la conscience tranquille, puisque Maurice va leur promettre de ne plus commettre de violence à l'égard de Natacha. Ils reviennent aux alentours d'11h, au moment où Maurice va leur ouvrir et va avoir cette phrase terrible à l'égard de Kevin en lui disant « J'ai marre de ma femme ». Voilà, donc Kevin comprend à ce moment-là que sa tante est morte. Suite aux auditions de Maëva et Kevin, le suspect est réinterrogé le 29 novembre 2017. C'est alors que Maurice fait évoluer sa version des faits. Il a fallu qu'il s'explique sur l'utilisation des outils, des armes qui ont pu occasionner de tels dégâts sur le corps de sa compagne. Et là, il est allé jusqu'à donner des déclarations qu'on pourrait qualifier de maladroites, mais qui sont édifiantes. Puisque lorsqu'on lui parle de ce bâton clouté, fabriqué par lui-même, et qu'on lui demande combien de coups il a pu porter avec ça, il dit « mais j'ai pas donné 200 coups ou 100 coups. J'en ai donné entre 30 et 50. »
L'expertise psychologique de Maurice met en lumière son enfance, une enfance qui a été quand même imprégnée de violence, de la séparation également de ses parents. Son père tapait sur sa mère et son père a été incarcéré tous les 4 matins, quoi. Pour lui, je ne suis pas dans sa tête, mais ça devait être normal, donc il a reproduit un peu le schéma familial. Je vois que ça, puisque c'est quand même horrible de se dire que c'est normal. Donc lui, peut-être que vu qu'il a vu sa mère se faire taper, il a dit que lui, c'était normal aussi. On peut se poser la question, pourquoi Natacha n'a pas quitté Maurice? Pourquoi une femme, lorsqu'elle est victime de violences conjugales, ne part pas? De l'extérieur, ça a l'air simple à gérer, on quitte la personne et les problèmes sont résolus. Mais dans la réalité, ce genre de dossier, il y a toujours une sorte d'emprise de la personne violente sur la victime. À l'issue de 2 ans d'instruction, Maurice a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir donné la mort à Natacha avec cette circonstance que c'était sur son conjoint. Kevin est également renvoyé pour ne pas avoir su empêcher le crime commis par son oncle. Maëva étant mineure, elle est renvoyée devant une juridiction pour mineurs. Les parties civiles sont là, les parents, les enfants, les frères, les sœurs. L'ambiance est extrêmement pesante parce que on sent la présence de Natacha. Maurice, qui est dans le box des accusés, ne semble avoir aucun remords, aucune empathie. Maurice, on ne comprend pas. Il a des propos qui sont inaudibles. Très sincèrement, on le sent complètement à côté de ses pompes au moment du procès. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire les choses, à s'exprimer. Il lui a fallu malgré tout un peu de courage pour réussir à faire cette démarche-là, essayer de s'excuser à l'égard de ses enfants. Il leur a dit oui, mes enfants, je me rends compte de la bêtise que j'ai fait, je suis désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, je vous aime. Il s'est excusé, mais pas envers tout le monde, il s'est excusé envers ses enfants. Donc en fait, nous, on est encore une fois une de la merde, quoi. Je sais pas, quand tu t'excuses auprès de quelqu'un, c'est auprès de tout le monde. À l'issue du délibéré, le verdict est rendu par la cour d'assises. L'avocat général avait sollicité la réclusion criminelle à perpétuité, ce que la cour d'assises n'a pas retenu puisque c'est une peine de 27 ans de réclusion criminelle qui a été prononcée à l'encontre de Maurice et 4 ans, dont 2 avec sursis, à l'encontre de Kevin. Et c'est un véritable soulagement, en tout cas, pour les victimes, pour la famille de Natacha et pour toutes les autres victimes de féminicide. Maëva a été jugée devant une juridiction pour mineurs. Après le procès d'assises, elle a également été reconnue coupable, ce qui est condamné, me semble-t-il, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Moi, ce qui m'a choqué, marqué, et ce que je retiendrai de cette histoire, c'est que c'est un crime sans mobile. C'est une femme qui est morte pour rien. Il n'y a pas de crime véritablement justifié, mais on a souvent un mobile. L'argent, l'adultère, une tromperie, des histoires de famille, des histoires de drogue. Il y a toujours un mobile. Ici, c'est un crime sans mobile. Natacha est morte dans d'atroces souffrances pour rien. Moi, quand les gens me disent ça fait le deuil, non, j'apprends juste à vivre avec, parce que tu fais jamais vraiment un deuil. Tu t'habitues juste à plus avoir la présence ou te dire que ta mère est toujours en vie, quoi. Enfin, moi, pour moi, je me dis que maintenant, je vis pour elle et pour moi, et que bon,
j'essaie de la rendre fière, quoi. Le tueur en série Jacques Rançon a comparu le 8 juin 2021 devant la cour d'assises de la Somme. Il est jugé pour une affaire de meurtre 35 ans après les faits. En effet, le 3 juillet 1986, dans le village de Cachy, près d'Amiens, les gendarmes avaient trouvé le corps d'une jeune femme, Isabelle, informaticienne, âgée de 20 ans. Elle avait été kidnappée, violée et mutilée. Après avoir avoué ce crime, Jacques Rançon s'était finalement rétracté. Mais son passé plaide contre lui. L'ancien cariste, magasinier de 61 ans, en effet déjà été condamné en 2018 à la réclusion à perpétuité pour les viols et les meurtres de 2 femmes près de la gare de Perpignan en 1997 et 1998. Alors, Isabelle, décédée en 1986, est-elle bien une nouvelle victime de la barbarie du tueur en série? Comment ce cold case, vieux de 35 ans, a-t-il été résolu? Jacques Rançon en a-t-il fini avec la justice ou n'a-t-il pas encore livré tous ses secrets? Voici notre enquête exceptionnelle. Le 21 décembre 1997 au matin, un habitant de l'immeuble ouvre sa fenêtre. C'est un riverain du boulevard Nogent-sur-Écolé à Perpignan qui, depuis sa maison, en ouvrant les volets, il aperçoit un corps qui gît sur le terrain vague face à son domicile. Il prévient immédiatement la police. Les policiers arrivent rapidement sur place, donc à peu près 10 minutes après l'appel qu'ils ont reçu. Et là, les policiers sont en présence d'une scène terrible. Les collègues constatent effectivement la présence d'un corps d'une femme entièrement dénudée, ayant subi des mutilations au niveau des parties sexuelles. Il y a eu aussi donc l'enlèvement de certains organes. Il n'y a plus de vêtements autour. Le seul truc qu'on trouve, c'est une écharpe. Plus, il y a une bague, un ticket de bus, et il n'y a aucun papier relatif à la victime sur elle ou à côté d'elle. Et les policiers préviennent immédiatement le parquet de Perpignan. Le substitut qui arrive sur place est d'autant plus catastrophé qu'il connaît la victime. Il s'agit d'une jeune fille, donc effectivement prénommée Mokhtaria, d'origine maghrébine, qui est âgée de 19 ans et qui était étudiante dans la faculté de Perpignan. Et c'est le début d'une affaire terrible qui va affecter non seulement Perpignan, mais toute la région et même toute la France. Après la mort de sa mère, lorsqu'elle a 2 ans, Mokhtaria grandit dans une famille recomposée. Mais en rupture avec son père, l'adolescente est ensuite placée en foyer. Les années passent et une fois son bac en poche, elle prend enfin son indépendance. Mokhtaria est étudiante en sociologie. Son rêve, c'est de devenir journaliste. Elle a travaillé pendant l'été sur une ville de la côte pour gagner un peu d'argent et elle a obtenu une place, une chambre à la cité universitaire de Perpignan. Donc elle est en plein essor, elle est bien entendu jeune, dynamique, elle est en train de s'émanciper. C'est une période capitale dans sa vie puisque il y a une coupure totale entre celle qu'elle menait auparavant, dans sa famille, un peu confinée, et puis celle qu'elle est en train de créer. Le samedi 20 décembre 1997, Mokhtaria passe la soirée chez un ami, près de la gare de Perpignan. Et c'est au moment du départ que cet ami lui dit il est tard,
il fait nuit, tu devrais rester dormir ici sans aucun problème. Et elle préfère rentrer chez elle. Vers 22 h, elle a quitté cet ami pour se rendre à sa chambre. Donc pour ça, elle a emprunté la rue Courteline, la rue Ribert et puis le boulevard Nungesser-Écoli, donc où son corps a été retrouvé à quelques dizaines de mètres de la cité universitaire où elle allait. D'abord de Moctaria, parce qu'elle a été mutilée, provoque des émoi importants dans Perpignan et même dans la région. C'est un crime particulièrement horrible, un crime rare, donc les gens ont peur. Les femmes ne sortent plus la nuit si ce n'est accompagné, et le quartier de la Gare est un quartier où l'on se méfie encore plus qu'ailleurs. Il y a quelque chose d'irrationnel qui a pris possession de la ville en 1997 et qui, à mon avis, ne l'a jamais quitté depuis. Au mois de janvier qui a suivi, début janvier, il y a un élément très intéressant qui est apparu, c'est qu'un voisin a signalé une chaussure qui avait été jetée dans sa haie de rosier, donc tout près du lieu des faits. Et cette chaussure, en fait, quand les collègues sont allés récupérer, il s'avère que c'était une chaussure de la victime. Donc probablement abandonnée par l'auteur dans sa fuite. Et donc l'enquête de voisinage, du coup, faite dans le quartier, permet de retrouver la deuxième chaussure dans un jardin de maison situé quelques mètres après. Donc là, on retrouve les deux chaussures de la victime qui sont formellement identifiées. Donc ça, c'est effectivement un élément intéressant. Rapidement, comme dans toute affaire criminelle, une autopsie qui est faite dans les jours qui suivent. Les deux médecins légistes vont affirmer que l'on est en présence d'un crime commis par quelqu'un qui est, disent-ils, spécialiste du bistouri. On parle d'un éclairage nécessaire, de la nécessité d'être deux pour pratiquer de telles mutilations. D'un temps de 1 heure ou 1 heure et demie pour y parvenir. A priori sur une table d'opération, ce qui peut laisser à penser que le corps n'a peut-être pas été tué sur place. Donc ça orientait les recherches sur, du coup, forcément un petit peu sur ces gens-là. Soit un chirurgien, soit un médecin, tout au plus un vétérinaire, mais en tout cas quelqu'un qui, selon eux, a des connaissances approfondies en anatomie. Et il se trouve que sur le trajet qu'a emprunté Moctaria, il y a l'appartement d'un chirurgien péruvien qui a travaillé dans divers hôpitaux français, manifestement avec des titres universitaires falsifiés, qui a été renvoyé partout où il est passé, qui est un faux chirurgien péruvien. Donc il est capable d'avoir commis le crime sur Moctaria. Se prénommait Andrés. Il habite sur le trajet emprunté par la victime et à quelques mètres des maisons où ont été retrouvées les chaussures. Il y avait un fourgon qui était toujours fermé par les vitres, par des cartons, etc., qui n'était jamais lavé et que le lendemain des faits, en fait, il va laver. Cette nuit-là, ce fourgon, ce sont les voisines et les voisins qui le disent, a changé de place. Une voisine disant que le fourgon au matin était ruisselant d'eau. Le 22 janvier 1998, Andrés est interpellé par la police judiciaire de Perpignan et placé en garde à vue. Il dit que le soir des faits, il se trouve en Espagne, à Mataró, et en fait, il y a 2 ou 3 voisins qui, formellement, indiquent qu'il était présent dans l'immeuble le soir des faits, quoi. Donc tout ça, effectivement, fait qu'il fait vraiment figure de suspect idéal.
il nie les faits malgré tout, donc il est déféré au magistrat instructeur qui le met en examen et puis il est incarcéré au centre de pénitentiaire de Perpignan. Alors qu'Andrés est incarcéré depuis 5 mois, Marie-Hélène, une jeune femme de 22 ans, disparaît dans le secteur de la gare de Perpignan. Sa mère, dès le lendemain, sera à la gendarmerie pour signaler cette disparition. Elle est inquiète parce que sa fille devait rejoindre le domicile familial la veille. Elle n'est pas arrivée. C'est une jeune fille âgée de 22 ans qui travaille comme saisonnière à Argelès-sur-Mer. Marie-Hélène est une jolie jeune fille qui a fini ses études et qui, en attendant de s'inscrire dans une université, fait des travaux saisonniers, même si, comme toutes les jeunes femmes, elle rêve d'émancipation, elle est encore proche des siens, de sa mère, de son père et de ses frères. Le mercredi 16 juin 1998, Marie-Hélène doit prendre un train à la gare d'Argelès-sur-Mer afin de rentrer chez ses parents. Elle devait arriver normalement à 21h par le train de Perpignan et aller faire du stop parce que sa mère ne pouvait pas venir la chercher ce soir-là. Malgré toutes les recherches faites aux alentours, elle n'est pas retrouvée et aucun témoin ne peut signaler l'avoir vue partir, monter avec quelqu'un, etc. Les premiers actes d'enquête diligentés donc, par la gendarmerie ne permettent pas de savoir ce qu'elle est devenue, quoi. Passe en fait jusqu'au 26 juin et le 26 juin en fait 98, il y a un corps qui est retrouvé sur un terrain vague un peu à l'extérieur de Perpignan, à proximité du péage sud de l'autoroute. Ce corps, c'est le corps d'une jeune femme entièrement dénudée, avec la tête et les mains coupées et qui ne sont plus sur place, et puis avec des entailles au niveau du corps et notamment au niveau du sexe. Rapidement, donc, le rapprochement est fait avec la disparition de Marie-Hélène, qui est la seule jeune fille qui pourrait correspondre donc à ce corps. Sur place, il n'y a pas non plus les vêtements, il y a juste une ceinture. Il y a aussi un carton sur lequel les viscères ont été posés. Et là aussi, tout le monde est effrayé. On se dit que la série commence. Qu'après Mokhtaria, c'est Marie-Hélène. Il y a quand même pas mal de points communs. Ce sont deux jeunes filles qui ont disparu à proximité de la gare de Perpignan et dont le corps est retrouvé dénudé. L'une avec des découpes au niveau des parties sexuelles, l'autre avec des découpes au niveau des mains et de la tête, et aussi au niveau du sexe et du ventre qui est entièrement ouvert. Les mutilations sont plus graves que celles commises sur le corps de Mokhtaria. Ce qui fait dire aux experts, curieusement, que finalement, elle serait le fait plutôt d'un boucher que d'un chirurgien. Mais il n'empêche que ces mutilations sont du même type que celles qui ont été commises sur Mokhtaria. C'est vrai que deux meurtres avec un tel mode opératoire, à 6 mois d'écart dans le même secteur, le rapprochement forcément il est fait, quoi. Est-ce qu'on a affaire au même tueur ou pas? C'est la question qui se pose. Les policiers se disent que l'on a affaire à un tueur en série. Et que ce tueur en série ne peut pas être Andrés, puisqu'il était incarcéré au moment de la disparition de Marie-Hélène. Et donc, 2 mois plus tard, Andrés est libéré. Et alors qu'il pensait le meurtre de Mokhtaria résolu,
Les enquêteurs repartent donc à zéro sur les deux crimes. L'affaire des disparus de la gare de Perpignan va nécessiter plusieurs années d'enquête. Il y a un énorme travail qui est fait puisqu'il y a des centaines de témoins qui ont été entendus, une centaine de suspects qui ont été entendus, placés en garde à vue. Il y a notre fameux Andrés qui continue à être suspecté pour le premier meurtre. Est-ce que ce ne serait pas aussi une hypothèse, un complice qui était là avec lui pour le premier meurtre qui aurait fait le second pour le disculper? C'est une hypothèse qui n'est pas écartée. Il y a des suspects d'autres qui apparaissent comme un prénommé Esteban, espagnol, qui avait sur Lyon tué et découpé un homme, notamment découpé son sexe, et puis qui vivait sur Perpignan à ce moment-là. Il y a une autre personne qui se boucher de profession qui tournait le soir autour de la gare de Perpignan pour prendre des jeunes femmes en stop. On a plusieurs suspects comme ça, mais tout ça ne donne rien. Les efforts déployés par les familles et par la police vont payer quand, 16 ans plus tard, un policier avec beaucoup de sagacité va décider de reprendre tous les scellés. Ce policier va sélectionner et faire analyser ces pièces à conviction par un laboratoire afin de rechercher des traces d'ADN. Les dernières expertises génétiques dataient de 4-5 ans et entre-temps, la science avait fait d'énormes progrès en la matière. Donc on a adressé avec la juge au laboratoire Bioménis de Lyon 19 scellés dans l'affaire du meurtre de Marilène et 16 scellés dans l'affaire du meurtre de Mokhtaria. Il s'avère qu'en fait, ils vont retrouver des profils ADN, mais ou mélangés ou partiels. À cette époque, seuls les profils ADN complets peuvent être ajoutés au fichier national des empreintes génétiques. Mais un an plus tard, grâce au progrès de la science, l'affaire prend un nouveau tournant. Pour la première fois en France, ce procédé a été utilisé. On avait 2 profils partiels retrouvés sur une des chaussures de Mokhtaria. On a pu intégrer donc ces 2 profils partiels au fichier national des empreintes génétiques et l'un d'eux a matché avec donc un individu qui ça va s'avérer être Jacques Rançon. Jacques Rançon, il n'est pas inséré du tout. Il vit au foyer de la Croix-Rouge à Perpignan, où il a une petite chambre. Il fait rien de ses journées, souvent dehors. Je crois qu'il a un ami au foyer avec qui il passe un peu plus de temps. Mais grosso modo, il a une vie sociale qui est très très pauvre. Donc il est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu à la dérive. Il a déjà un passé judiciaire. Il a déjà été interpellé, notamment du côté d'Amiens, où il a déjà eu des problèmes. Les faits remontent à juin 1992. Jacques Rançon, âgé de 32 ans, vivait alors dans la Somme. Il est en voiture et il repère une jeune fille qui est elle-même en voiture, il la suit et il la force en fait à s'arrêter. Sous la menace de son couteau, il la force à monter dans sa voiture. Il l'amène un peu plus loin dans un petit chemin. Il la viole et puis ensuite il la ramène jusqu'à sa voiture et la laisse repartir. Avant que la fille puisse partir, il va aller piquer son sac à main, il va trouver ses coordonnées. La fille va aller déposer plainte. Et puis, elle va dire aux enquêteurs, en plus de ça, il m'a violé, mais en plus il me téléphone régulièrement.
pour prendre mes nouvelles, comme s'il voulait avoir une vraie relation avec elle, comme si elle avait découvert quelque chose d'amour avec lui. Le travail des enquêteurs va s'en trouver facilité parce qu'ils vont faire sa téléphonie, ils vont le remonter, ils vont le localiser, ils vont l'interpeller. Il sera condamné à 8 ans d'emprisonnement. Et c'est à la fin de ces 8 ans de prison, il en fait 7, qu'il vient à Perpignan. Donc, il sort de prison en septembre 1997. En août 1998, il suit une jeune femme en voiture et il réussit à la faire stopper. Elle s'enferme dans la voiture et il veut à tout prix qu'elle sorte, probablement pour l'agresser. Elle téléphone à son père qui arrive sur place et qui, bien entendu, frappe Rançon et appelle la police. Rançon est interpellé, il sera jugé plus tard et condamné. Le 22 août 1999, Rançon est sorti de prison dans les Pyrénées-Orientales. Et là, il refait le chemin dans l'autre sens, il remonte sur Amiens. On est là encore pas loin de la gare. Et il va se poser sur un banc à côté d'une jeune fille. Il parle avec elle, elle s'en va parce qu'elle commence à avoir peur. Il la poursuit. Il la frappe, elle tombe, elle s'évanouit. Ce jour-là, la jeune femme va avoir beaucoup de chance, car Jacques Rançon la laisse partir. Et il va être très vite là aussi interpellé. Évidemment, il est condamné. Et à nouveau, lorsqu'il va sortir de prison, il va redescendre à Perpignan. Et là, il va rencontrer une ado. Elle a 16 ans, il en a 44. Elle tombe sur un type qui lui raconte ce qu'il a envie de lui raconter, qui lui promet monts et merveilles. Et puis, une relation va se nouer et de cette relation vont naître 2 enfants. Après 7 ans de vie commune, le couple se sépare. Elle va mettre un terme à la relation et ça, lui, il ne va pas le supporter. Et il va essayer de foncer en voiture sur le nouveau compagnon de son ex-compagne. Et voilà, il est en colère, quoi. Il ne faut pas le déposséder de ce qui lui appartient. Et c'était à cette occasion, alors qu'il commet des violences, qu'il est fiché au fichier national automatisé des empreintes génétiques. 7 mois plus tard, en octobre 2014, Jacques Rançon devient le suspect numéro 1 pour le meurtre de Mokhtaria. La garde à vue va être assez longue, hein. Il y a pas mal d'auditions. Je le sens d'abord dubitatif, il ne comprend pas trop ce qu'on lui reproche. Pour lui, c'est là toujours pareil, c'est sa compagne qui lui cherche des noix encore et qui l'accuse de ne sais quoi. Enfin, il ne fait pas tellement le lien avec ce dont on l'accuse réellement, hein, qu'on lui a notifié. Donc il sait parfaitement de quoi il s'agit. Mais il fait mine de ne pas comprendre. On lui dit que son ADN a été retrouvé sur la scène de crime. À proximité de la scène de crime, il nous dit que c'est pas possible, que jamais il est allé sur place, que c'est impossible que son ADN soit là. Et puis c'est tout le travail là, des enquêteurs, des policiers ou des gendarmes, c'est de nouer, à un moment donné, d'aller chercher le petit fil qui va permettre de nouer une relation entre un enquêteur et la personne qui est mise en cause. Et ça va finir par payer. Donc là, on le laisse pour la nuit un petit peu mijoter pour le reprendre tout le lendemain matin. Une dernière audition, voir si effectivement il pourrait passer aux aveux. Et puis en fait, on n'a pas eu besoin d'attendre jusque-là, puisque dans la nuit,
il demande à aller fumer. Et puis au fonctionnaire qui était avec lui, il dit en fait oui c'est moi et je suis prêt à parler. Donc tout de suite on rappelle son avocat qui arrive et donc à 2h54 du matin on attaque l'audition, la 6e et dernière audition où il nous explique froidement et posément comment il a rencontré et tué Mokhtaria. Il explique que cette nuit-là, il l'a vu passer. Lui était sur le trottoir d'en face, dans la direction opposée. Il a traversé la route, il l'a menacé avec un couteau. Il l'a obligé à grimper sur un talus qui mène à l'endroit où on trouvera le corps. Et comme elle criait et qu'elle se débattait et qu'elle ne voulait pas être violée, il l'a tuée. Je pense qu'il a eu peur, qu'il a paniqué et donc il va lui donner plusieurs coups de couteau, dont certains mortels, dans le thorax. Et ce n'est qu'ensuite qu'il va découper les parties génitales et les seins de sa victime. Il explique qu'il les met dans un sac en plastique, qu'il trouve sur place, qu'il n'avait pas emporté avec lui. Et il prend les effets aussi personnels de la victime. Il les jette dans des jardins alentours en redescendant vers l'avenue Lagare où il a son hôtel. Et en ce qui concerne les organes qu'il a découpés, il nous explique également qu'il les a jetés dans une bouche d'égout. Donc Jacques Ranson est bien entendu mis en examen par le juge d'instruction qui à l'époque suivait ce dossier et il est placé en détention. La légende a commencé à naître là. Quelque chose d'irrationnel, de mystérieux, presque de diabolique en tout cas. Cette idée de ce personnage non humain. Cette affaire est médiatisée et la photo de Jacques Ranson paraît dans la plupart des journaux en France. Et c'est là qu'une jeune femme, Patricia, voit cette photo et reconnaît celui qui l'avait agressé au mois de mars 1998. Elle va au service de police et elle dit « J'ai été agressée par cet homme qui m'a ouvert le ventre depuis le pubis jusqu'au sternum, qui m'avait dit « Aujourd'hui c'est mon anniversaire, je l'ai fêté avec des copains de travail à Saint-Charles et j'habite le quartier. » Non, les policiers ne le trouvent pas, ne remontent pas jusqu'à lui. L'affaire est classée par le parquet et la PJ n'en a jamais eu connaissance. Aucun lien n'a été fait avec l'affaire de Mokhtaria, dont à l'époque tout le monde pensait que l'auteur était Andrés. 16 ans plus tard, lorsque Patricia reconnaît Jacques Ranson, l'affaire est donc prescrite. Mais elle bénéficie alors d'une spécificité des crimes en série, le principe de la connexité. Le parquet rouvre alors l'enquête sur Patricia et lève la prescription. Une même affaire qui a le même mode opératoire dans le même secteur, même période, font que l'interruption de la prescription de l'un s'applique à l'autre. Donc de ce fait, l'affaire de Patricia, du fait de sa connexité avec celle de Mokhtaria, s'avère non prescrite. Les policiers de l'antenne de police judiciaire de Perpignan veulent utiliser cette reconnaissance de son agresseur par Patricia pour lui faire avouer le crime commis sur Marie-Hélène. Ils vont essayer d'inscrire Ranson dans une trajectoire. Il a avoué Mokhtaria, ils vont lui faire avouer Patricia et ils se disent qu'ils feront avouer Marie-Hélène. Ils n'avaient pas tort parce que, après avoir pendant quelques heures contesté avoir agressé Patricia, Jacques Ranson va reconnaître cette agression et quelques jours plus tard, je crois 4 jours après, les policiers l'entendent pour Marie-Hélène. Et dès la première audition, tout de suite, il reconnaît que c'est lui qui a tué Marie-Hélène. Il raconte que ce soir-là, il la prend en stop, il la prend en charge.
Et c'est sur le chemin, bon, il prend la route de Toulouse, hein, de l'endroit où elle va. Et à un moment donné, il bifurque et il va la mener dans un endroit un peu désert, à côté du péage d'autoroute, du péage sud de Perpignan. Il la viole dans son véhicule. Comme elle proteste, là encore, un peu comme la première victime, eh bien, il va l'étrangler avec un fil électrique. Il va la sortir du véhicule. Et c'est là qu'il va de nouveau procéder à ces découpes. Hein. Il va s'acharner un peu sur le corps de cette victime. Après, ce qu'il nous explique, c'est pour rendre plus difficile son identification à la victime, pour que le corps disparaisse plus rapidement aussi. C'est ce qu'il dit en tout cas. Les enquêteurs retrouvent également trace d'une autre agression. En septembre 1997, sur le pont Arago à Perpignan, qu'il reconnaîtra aussi après que les policiers aient recherché toutes les affaires non élucidées du département que l'on pouvait rattacher au palmarès de Jacques Rançon. Le 9 janvier 2017, Jacques Rançon est renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour les viols et assassinats de Moctaria et Marie-Hélène, pour la tentative d'assassinat de Patricia, mais aussi pour une tentative de viol. Le 5 mars 2018, s'ouvre devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales le procès de Jacques Rançon. Un procès très médiatique. La famille, comme toujours, attend des explications. Des explications, il n'en aura pas. Jacques Rançon est resté les yeux sur ses chaussures pendant 90% du procès. Il n'a jamais regardé les familles, il n'a jamais même regardé la salle, il n'a jamais exprimé de regrets, il n'a jamais exprimé de sentiments. Le 26 mars 2018, Jacques Rançon est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. C'est la peine maximale encourue qui a été prononcée. Donc pour nous, c'était terminé. C'était terminé. Il allait être incarcéré en centrale. Donc voilà. Pour nous, c'était terminé. Jusqu'au jour où on apprend qu'il est en garde à vue à Béziers. Le 18 juin 2019, des gendarmes d'Amiens viennent à Béziers entendre Jacques Rançon pour une nouvelle affaire. Ils vont l'extraire, ils vont le ramener à la gendarmerie, ils vont le placer en garde à vue et ils vont l'interroger. Les gendarmes nous diront finalement, on était quasiment à la fin de la garde à vue. Il n'avait pas avoué, on s'apprêtait à le présenter au juge d'instruction et on a un peu décidé au dernier moment de tenter notre chance le dernier jour de la garde à vue, au petit matin, et de le réinterroger. Et là, notre grand étonnement, alors qu'on ne s'y attendait pas, qui savait que ça allait se terminer, la garde à vue, il est passé aux aveux. Ce que vient d'avouer Jacques Rançon, c'est un crime non élucidé, vieux de 33 ans. Le meurtre d'Isabelle en 1986, dans la Somme. Isabelle, c'est une jeune fille qui a 20 ans, qui vient de Lens, hein, dans le Pas-de-Calais. Elle a fait un diplôme d'informatique et de comptabilité. Elle va trouver un travail à l'hôpital Nord d'Amiens. Un petit bout de femme, vive, plutôt sympathique, mais assez discrète quand même, sportive, croyante, très croyante. Ce jour-là, on sait qu'elle a joué dans un tournoi de tennis et elle avait plusieurs hypothèses pour s'occuper de son week-end. Soit elle gagnait la première manche et puis elle jouait l'après-midi, ce qui n'est pas arrivé, elle a perdu.
Les gens du club de tennis diront après, ils ont eu l'impression qu'elle avait envie d'expédier le match parce qu'elle avait sans doute ils se sont sans doute dit qu'elle avait un rencard. Le lundi matin, son employeur constate qu'elle n'est pas là. Ça n'est pas du tout son comportement habituel. Donc il s'inquiète, il appelle la famille. Là, des vérifications vont être faites à son domicile. On voit qu'elle y est passée, qu'elle y a pris ses affaires de son sac à dos après avoir joué au tennis. Mais 5 jours plus tard, en lisière d'un bois, un agriculteur découvre le sac à dos d'Isabelle. Arrivés sur place, les enquêteurs découvrent alors le corps de la jeune femme. Le corps de cette victime est dans un sous-bois. On sait qu'il a fait particulièrement chaud à cette époque-là dans la région, qu'il y a eu quelques orages, donc il y a de l'humidité. Un sous-bois, ça génère naturellement de l'humidité. Le corps est dans un état tel que ça va être vraiment, vraiment compliqué. Mais l'enquête s'enlise durant plusieurs années. Et en 2016, la famille d'Isabelle décide d'entamer l'action de la dernière chance. Il y a une famille, un père, une mère qui sont des personnes âgées qui veulent connaître la vérité. Et comme ils veulent connaître la vérité, ils vont saisir un cabinet d'avocats. C'est le cabinet de Maître Seban, spécialiste des cold cases. On a un certain nombre d'éléments qui nous font brosser au comportement qu'a Jacques Rançon avec le corps des victimes. Et donc ces comportements-là, on les retrouve sur le corps d'Isabelle. Et donc on va prendre contact avec la procureure d'Amiens. On lui démontre que ça n'est pas prescrit parce qu'il y a une série de crimes et que vous savez qu'il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit que quand il s'agit de crimes en série, chaque crime interrompt la prescription. On va le vérifier, on va même exhumer le corps d'Isabelle pour vérifier les indications, les éléments de comparaison. Et le corps d'Isabelle parle, nous dit que c'est les mêmes atteintes qui ont été commises sur ce corps que celles qui ont été commises sur les corps de Perpignan. En interrogeant les personnes qui côtoyaient Jacques Rançon à cette époque, les enquêteurs entendent une femme qui va s'avérer être un témoin clé. Elle raconte qu'elle faisait du stop, elle avait 15 ans, c'était une très jeune fille, pour pouvoir aller au bal. Elle a été prise en stop par Jacques Rançon. Elle sait que c'est Jacques Rançon parce qu'elle va le voir le soir même au bal. Et elle monte donc dans cette voiture. Et puis Jacques Rançon dépasse le domicile où elle devait se retrouver. Et là, elle prend peur. Elle saute par la portière. Elle roule vraiment, alors que le véhicule roule, et elle arrive à s'échapper. La tentative d'enlèvement de cette jeune fille se déroule quasiment au même endroit qu'on a vu Isabelle la dernière fois. Et on est exactement dans la même période de temps, à quelques mois. Donc c'est vraiment ce qui est arrivé à Isabelle est arrivé à cette jeune fille. C'est devant tous ces éléments que le 20 juin 2016, en garde à vue, Jacques Rançon avoue le meurtre d'Isabelle. Mais 3 mois plus tard, coup de théâtre. C'est lui tout seul de sa cellule qui fait l'effort quand même de faire un courrier un peu long au juge d'instruction, dans lequel, clairement, il dit qu'il a fait des aveux, mais qu'en réalité, c'est pas lui l'auteur de ce meurtre. Malgré tout, Jacques Rançon est renvoyé devant la cour d'assises de la Somme pour le viol et l'assassinat d'Isabelle. Ce fameux 8 juin 2021, on est 35 ans quasiment après les faits, après qu'on ait découvert ce corps dans un sous-bois.
Très souvent, les familles craignent ces procès-là, ces moments, disent qu'elles ne vont pas venir, et puis finalement elles viennent. C'est un procès beaucoup plus serein, à tout point de vue, que celui qu'on avait subi à Perpignan. La grosse différence, effectivement, avec le précédent procès, c'est que Jacques Ranson est sur des dénégations, il ne connaît pas les faits. Donc l'enjeu est complètement différent. Nous plaidons l'acquittement, nécessairement. Ranson, comme on dit en Picardie, c'est pas un grand diseux, c'est plutôt un taiseux. Donc c'est quelqu'un qui va pas dire grand-chose, qui va nier les faits. Au cœur du procès, il y a le débat d'experts autour du corps d'Isabelle. Le seul expert qui a vu le corps d'Isabelle ne parle pas de découpe. Et les découpes sont venues après 2 expertises, dont une a été faite sur un cadavre qui avait été enterré putréfié et qui a été récupéré 30 ans après. Bon. Et une deuxième expertise qui est faite sur photographie. Et à un moment, il a été dit qu'il était peut-être utile pour les jurés, pour la bonne compréhension des débats, qu'ils voient les photos sur lesquelles l'experte s'était penchée. Pour cette experte, les blessures retrouvées sur le corps d'Isabelle sont similaires à celles de Mokhtaria. Quand on voit des photos, que voit-on? On voit 2 corps nus de jeunes filles présentant des altérations physiques graves et sanguinolentes au niveau du bas-ventre. Voilà. Ça suffit pour faire une conviction. Ça a évidemment pu compter dans l'opinion des jurés. C'est aussi pour ça que nous avions demandé qu'elle soit diffusée, quelle que soit l'horreur de ce regard. Et puis, il y a cette conviction que nous dira l'expert qu'il y a un objet contendant, un couteau, qui s'en est pris au corps de la victime et a découpé une partie de ses organes. Et c'est exactement la reproduction de ce qui est arrivé à Mokhtaria. Donc évidemment, la mise en perspective de ces 2 affaires amène à une conviction. Le samedi 12 juin 2021, Jacques Ranson est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'Isabelle. Il a fait appel de cette condamnation et il reste donc à ce jour présumé innocent. Mais alors, Jacques Ranson a-t-il livré tous ses secrets? Je suis sûr que le parcours de Jacques Ranson est émaillé d'autres meurtres. Je pense qu'on doit pouvoir donner d'autres réponses à d'autres familles. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question. On se pose la question parce qu'on se dit que s'il y en a d'autres, à force de chercher, à force de juger, on aura enfin les réponses que l'on n'a pas eues à Perpignan. Sauf que la seule conviction, pas la seule, mais une des grandes convictions qui est la mienne dans ce dossier, c'est que nous pourrons avoir autant de procès que vous voudrez. Personne n'aura les réponses que tout le monde attend. Il n'y a pas de réponse, d'explication à ce que fait Jacques Ranson. Il n'y en a pas. Et après cette affaire, j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers. Et chaque jour, c'est en direct que viennent témoigner des victimes. C'est très souvent bouleversant et toujours passionnant. Tous les jours, 13h35 sur Énergie 12, crimes et faits divers, la quotidienne. Et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes, restez avec nous car Crime Hebdo continue dans un instant. Le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de Crime. À tout de suite.